ne veux pas apparaître dans l'enregistrement, vous pouvez couper vos caméras, mais on préfère quand toutes les caméras sont activées, plus voilà, que ça soit beaucoup plus dynamique. Donc, c'est ça. Je vais partager mon écran. C'est un ordi qui date de 1999, donc excusez-moi. C'est bon, vous voyez mon écran? Ok, Chérif voit mon écran. Donc, tout le monde voit? Merci beaucoup. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de comment réussir une campagne de communication environnementale. Et avant d'entamer le but du sujet, je vous invite à vous présenter dans le chat. Donnez votre nom, prénom. Bon, pour certains, on l'a déjà fait, mais on va reprendre l'exercice. On fait quoi dans la vie? Donnez le mail, le numéro de téléphone pour qu'on puisse rester en contact. Et en dernier, peut-être dire qu'est-ce qui nous motive à assister à cette formation. Donc, à la fin de cette rencontre, les données seront prises et on va les stocker pour, pour vous aviser pour les prochaines rencontres ou vous contacter en cas de besoin. Bon, moi, je m'appelle Gaël Baloukoun, je suis le responsable communication de Adamson.Green. Aujourd'hui, je serai votre facilitateur. Et en toute honnêteté, je tenais à vous dire que je ne suis pas communicant de formation, je suis graphiste, réalisateur et développeur web. Donc, du coup, je tiens à le dire pour vous dire que tous ensemble, on va essayer de monter en compétence tous ensemble, d'où l'objectif de créer un groupe où on réunit les communicants pour essayer de mettre en avant l'environnement. Donc, du coup, au menu du jour, aujourd'hui, on a qui est Adamsonia, pourquoi voulons-nous établir une communauté de bénévoles en communication, comment réussir une campagne de communication environnementale, et après, on va ouvrir le micro pour les questions et réponses. Qui est Adamsonia.com? Pour ceux qui ne le savent pas, Adamsonia est une association sénégalaise à but non lucratif. Nous croyons que les organisations peuvent avoir un impact positif sur l'environnement et offrir des produits et services durables au Sénégal. Nous sommes aussi convaincus que les Sénégalais peuvent changer de comportement afin de s'engager dans une consommation écologique. Donc, du coup, chez Adamsonia, nous travaillons sur 4 axes. La première, c'est l'implémentation, excusez-moi de la prononciation, l'implémentation des solutions green, la sensibilisation de la communauté, le soutien des entreprises green, et enfin, nous faisons du plaidoyer, aller parler à des autorités, à des États, pour qu'on puisse agir et mettre des lois pour changer un peu les choses. Chez Adamsonia, nous faisons aussi un procédé qui s'appelle audit de marque. Si Edith est dans l'assistance, elle est la responsable des audits de marque. Je vais lui laisser 1 minute pour qu'elle nous parle de l'audit de marque. Edith, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Je m'appelle Edith Montero. Je suis responsable des audits de marque. Donc, l'audit de marque est une étude scientifique qui permet de compter et de documenter les déchets plastiques selon la marque, selon le produit. Excusez-moi, je ne peux pas arrêter le bruit. Selon la marque, selon le type de produit, selon le type de couche que constitue l'article en plastique que nous avons. Et ensuite, ce procédé-là, ensuite, nous allons saisir ces données-là dans la base de notre partenaire international Free from Plastic qui agrège les données mondiaux
des différents guides de marque qui se passent un peu partout dans le monde. Pourquoi nous faisons des guides de marque? C'est pour pouvoir identifier les entreprises responsables de cette pollution plastique, car nous trouvons bien beau de devoir faire des set-settle tous les mois, mais ce serait mieux de ne pas avoir à retrouver les mêmes produits, les mêmes articles durant les set-settle pour qu'on évite à ramasser la même chose au prochain set-settle et afin de réduire cette pollution plastique qui prend une certaine ampleur actuellement. Donc, c'est pour ça que nous faisons des guides de marque. Donc, nous vous invitons, lorsque vous voyez des initiatives de cette settle, à nous contacter pour que nous puissions accompagner cette initiative et faire nos guides de marque afin d'identifier ces producteurs et de sensibiliser davantage. Merci. Je veux juste rajouter, merci Edith, ça a été très clair, mais je veux juste rajouter, moi c'est ma partie préférée et c'est pour ça que j'aime le guide de marque. C'est quand on va accuser une marque, par exemple, je dis Coca-Cola, c'est le plus grand pollueur. Quand on va dire Coca-Cola, vous êtes le plus grand pollueur du Sénégal, on aura des preuves scientifiques à mettre sur la table. Donc, du coup, si on nous porte plainte, on aura des preuves irréfutables. Donc, c'est la partie que je préfère. Donc, aujourd'hui, pour cet échange, présentation, nous allons laisser la place à Martine Sagna, chef de projet en communication des relations publiques à AF Consulting. D'ailleurs, je pense que c'est Awa, elle vient de UGB aussi. Chérif, vous avez un ancien de UGB. Donc, Martine, je te laisse présenter. Merci beaucoup, Gaël. Bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Martine Sagna, comme il l'a si bien introduit. J'ai été à l'UGB, donc à la section communication. Donc, j'ai eu mon master il y a 2 ans. Actuellement, je suis dans un cabinet de communication et de marketing ici à Dakar. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait, on va discuter sur la communication environnementale. Essayer de savoir comment ça se passe, une campagne de communication de ce genre et quelles sont les actions à mener concrètement pour que ça soit réussi. Maintenant, pour commencer logiquement, il faut déjà qu'on sache ce qu'est une communication environnementale. Et pour cela, je dirais que c'est une communication comme toute communication normale, de base, maintenant axée sur l'environnement. Et donc, c'est une pratique qui apporte des solutions concrètes sous forme de conscientisation, de persuasion, de mobilisation et d'éducation, comme vous le faites dans les activités de sensibilisation pour mobiliser les gens. Donc, c'est toujours dans cette dynamique. Et donc, ça permet la résolution des problèmes environnementaux auxquels nous sommes collectivement confrontés. Donc, on peut dire que c'est comme ça qu'on peut expliquer en tout cas la communication environnementale. Donc, c'est une communication à la base. Et pour cela aussi, la communication est axée, je peux dire, il y a des enjeux en fait environnementaux qu'on constate. Le développement de la prise de conscience des enjeux environnementaux par la société déjà. Ensuite, les gens attendent beaucoup des organisations environnementales, vu l'état écologique et tout. Donc, il y a aussi une nécessité pour les entreprises de valoriser leurs initiatives vertes pour se différencier et gagner en crédibilité pour leur survie ou encore pour avoir une place importante sur le marché. Donc, il est important pour eux, vu je peux dire que ça a une grande ampleur pour les entreprises. Maintenant, nous avons observé qu'il y a beaucoup d'initiatives en fait et de prises de décision. Maintenant, les gens, ils sont conscients de ça et ils veulent réinventer le monde de demain en matière d'écologie et tout. Donc, je peux dire que les communicants maintenant et un peu partout dans le monde, ainsi que le marketing, se tournent vers de nouvelles pratiques plus responsables. Maintenant, comment on peut communiquer de manière responsable? C'est simple. Déjà, on peut jongler sur la communication, l'éco-conception, parce qu'on utilise beaucoup de supports de com,
on communique sur on a des moyens de communication. Donc, il faut que ça soit une conception écologique. Et aussi sur l'éthique, genre communication transparente, être honnête sur les engagements et actions environnementaux. Et aussi la gouvernance, donc implication des parties prenantes dans la définition et le suivi des engagements environnementaux. Donc, pour une introduction, je pense que vous pouvez un peu saisir à quoi ça fait allusion, la communication environnementale. Maintenant, il y a une importance au niveau des entreprises, précisément. Ça leur permet de gagner en image, en notoriété, en réputation. Également, un avantage concurrentiel. Et aussi, ils veulent être conformes, suivant les réformes, les réglementations du pays, par exemple. Donc, c'est impératif qu'ils soient en phase avec les réglementations. Et aussi, ils cherchent à attirer et fidéliser des talents, c'est-à-dire jouer sur la marque employeur, par exemple, pour une communication interne. Donc, c'est important pour eux qu'ils puissent s'aligner sur ces éléments. Il y a également la réduction des coûts. Donc, ça leur permet d'économiser énormément en utilisant, par exemple, des matériaux qui leur permettraient de gagner en efficacité et de réduire leur. Donc, je peux dire que valoriser ces engagements verts, c'est un levier important pour améliorer la performance en tout cas, environnementale et sociale des organisations. Donc, pour cette première partie, je ne sais pas si vous avez un peu saisi l'introduction. Est-ce que vous avez quelques questions à ce propos ou on peut... Gaël, ça va jusque-là? Pardon? Je demandais si ça va jusque-là. Oui, c'est bon, on peut suivre le programme. Je suis d'accord. Donc, slide. Maintenant, pour l'analyse de la situation, comme dans tout domaine, on commence déjà par faire un audit. Tout à l'heure, Edith a parlé d'audit de marque. En communication également, avant toute chose, on fait une analyse de la situation, contexte et tout ça, donc un audit de communication. Et dans ce cas ici, on fait des audits d'action environnementale. Si on veut se lancer, en tout cas, dans ce domaine. Donc, il faut déjà savoir ce que les gens font, faire un peu de benchmarking, voir ce qu'il y a ailleurs et pouvoir voir comment on peut aller au-delà de ça. Donc, et ensuite, il faut également analyser la zone d'intervention. C'est important parce que en communication, il faut un contexte bien défini, il faut que ça soit spécifique et bien ciblé. Donc, il faut déjà analyser la zone d'intervention, connaître les réalités du terrain, là où on veut agir, ainsi que les parties prenantes à ce niveau. Il est nécessaire également d'analyser les différents acteurs impliqués, les parties prenantes, comme je l'ai dit tantôt, comme les organisations de défense de l'environnement. Donc, il faut connaître ces pratiques, les perceptions et les attentes également des publics cibles pour pouvoir être efficace dans la communication. Donc, en plus de ça, il est aussi primordial de s'informer, comme je l'ai mentionné en haut, sur la politique environnementale du pays, les traités qui ont été signés, par exemple, la participation du gouvernement en communication sur l'environnement. Est-ce qu'ils ont eu à faire des pas à ce propos? Est-ce qu'il y a eu des résolutions de prise des résolutions prises en matière d'environnement et le respect de ces résolutions également? Donc, je pense que pour l'analyse, ça parle de tout cela et ça permet d'avoir en tout cas une vision globale de la situation environnementale de l'entreprise et de ses parties prenantes, ainsi que d'identifier également les opportunités d'amélioration par rapport aux pratiques du marché. Donc, c'était ça pour l'analyse de la situation. Slide.
Maintenant, pour en venir au vif du sujet, c'est-à-dire la définition de la stratégie de communication environnementale, comme toute stratégie, hein, il y a un canevas à respecter. Donc, tout est structuré. Il faut commencer déjà par l'audit. C'est ça qui va permettre, en fait, de sortir les faiblesses ou en tout cas les points à améliorer, là où on peut agir efficacement. Donc, on commence déjà par à définir les objectifs. Ces objectifs-là, ça permet de répondre, par exemple, à la question que voulez-vous réaliser à travers cette campagne. Donc là, on définit les objectifs. Ça peut être des objectifs de sensibilisation, de mobilisation ou encore de changement de comportement. Maintenant, en communication, il y a 3 types d'objectifs de base. Ce sont les objectifs cognitifs, c'est-à-dire faire connaître, par exemple, l'association, l'organisation, faire aimer, que les gens puissent donner une image positive à votre association ou encore faire adhérer à vos valeurs. C'est l'objectif cognitif. Donc, c'est la notoriété, l'image et la génération peut-être de leads ou de prospects. Donc, il faut aligner ces objectifs en tout cas en fonction de la stratégie environnementale qu'on veut réaliser afin de se positionner comme un acteur engagé et responsable. Donc, ces objectifs doivent être en tout cas 100% en rapport avec l'environnement et ils doivent être des objectifs SMART. Tu peux avancer à l'autre slide. OK. Le slide des objectifs SMART. Voilà. Donc, les objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire ils doivent être spécifiques et mesurables, ensuite atteignables et réalistes. Réalistes et aussi temporellement définis. Donc, ça doit être des objectifs avec des indicateurs de performance bien définis, comme par exemple diminuer l'empreinte carbone d'une zone de 5% ou encore augmenter les plantes, faire de la forestation, par exemple 1000 arbres dans une région. Ce sont des objectifs atteignables, mesurables également et qui sont réalistes et qu'on peut définir dans un temps bien déterminé. Il y a aussi, je prends l'exemple de Nebedai, l'association Nebedai. Je pense qu'ils ont réalisé une campagne ils ont planté 1000 arbres, ou je ne sais pas, 1 million d'arbres, quelque chose du genre, avec la Sonatel. Je pense que c'était la semaine dernière. Donc, ce sont des indicateurs qui permettront après de mesurer l'impact de la campagne et de savoir si ça a été atteint ou pas. Tu peux avancer, s'il te plaît. Voilà, là, on est à la partie des cibles. Maintenant, avant de parler des cibles, j'aimerais savoir déjà si vous avez des questions par rapport à ce qui est dit en haut, par rapport à la stratégie, la définition des objectifs. Moi, j'ai une question, Martine. Oui. J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris la partie où tu parlais d'audit, je ne sais pas de quoi. D'audit. Il y a une partie où tu parlais d'audit. Ah oui, oui. En fait, je suis entre 2 pages. Oui. En même temps, visiter les stades et revenir à la réunion pour voir les commentaires. Donc, désolé. Oui, je disais que l'audit, c'est ce qu'on doit faire en amont avant de définir une stratégie de communication. Donc, on doit évaluer les pratiques de peut-être des concurrents, je dirais, ou des autres, faire un peu de benchmarking, voir ce qui se fait ailleurs pour pouvoir améliorer en tout cas notre communication et nos pratiques environnementales. C'est à ça que concerne l'audit. OK, donc en termes clairs, audit, c'est-à-dire voir la réalité du terrain, c'est ça? Exactement, voilà, voir la réalité du terrain et tout ça. Comment les gens communiquent de manière générale. Peut-être, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé d'une association. Peut-être ils ont une manière de communiquer. Je pense que tu peux faire voilà, tu peux faire un peu de trucs.
voir comment ils s'y prennent et essayer de faire mieux que, en tout cas, pour être plus en haut de l'échelle, être mieux perçu. C'est ça, en fait, qui va permettre de pouvoir savoir où on va et comment est-ce qu'on va s'y prendre et quel objectif et également quelle cible on doit atteindre. C'est l'audit qui permet, en fait, d'avoir tout ça. Merci, c'était très clair. Merci pour la réponse. Il y a 2 mains levées. Oui. Je vais faire vite, aller plus vite et je vais donner la parole à Fallou. Oui. Alors, merci beaucoup Gaël. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, Martine, je voulais juste que vous reveniez sur le concept d'objectif cognitif. Tout à l'heure, vous avez dit que la communication aussi doit avoir un objectif cognitif. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça? Oui. En fait, l'objectif cognitif, ça concerne à faire connaître votre association ou votre marque. C'est l'objectif où les gens vous connaissent, objectif de notoriété en quelque sorte. C'est ça l'objectif cognitif. Est-ce que vous avez quelque chose un blocage ou une inquiétude par rapport à l'objectif cognitif? Fallou, oui. Oui, je pense que c'est bon maintenant. C'est juste que, bon, quand on parle de cognitif, on fait référence généralement à tout ce qui est rapport avec le cerveau, la compréhension et tout. Oui, c'est ça. Bon, si je ne me trompe pas. Hein. Des éléments, en fait, qui doivent rappeler votre structure. Les gens doivent connaître, avoir une certaine visibilité, en fait. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. On a une autre main levée, Mélissa Koulibaly. Oui, merci, bonjour. Ma question se situe au niveau des objectifs aussi. Vous avez dit qu'il y avait 3 types d'objectifs et vous avez parlé que du cognitif. Est-ce qu'on pourrait avoir les 2 autres? Les autres, j'en avais parlé sur mon impact. C'est cognitif, conatif. Conatif, c'est faire connaître, faire aimer, autant pour moi. C'est faire d'abord connaître avec cognitif, ensuite faire aimer, conatif, et affectif, faire agir. D'accord, merci beaucoup. Attendez un instant. Vous avez un peu, c'est d'abord faire objectif cognitif, affectif et conatif. Voilà, c'est ça. J'ai un peu interverti les choses. Objectif cognitif, c'est objectif où les gens apprennent à te connaître. Affectif, c'est où on apprend à aimer ce que tu fais. Et conatif, on apprend à agir, à adhérer à la cause. Voilà. C'est clair maintenant? Parce que c'est à travers ces 3 objectifs-là qu'on a, après des objectifs spécifiques bien définis, on a des sous-objectifs en fait. Dans chaque objectif, il y a des sous-objectifs en rapport avec les besoins ou les spécifications en tout cas, ce que vous voulez communiquer. C'est ça qui va déterminer votre communication. Mais on ne peut pas avoir les 3 ensemble. Quand on fait une stratégie de communication, on ne peut pas vouloir faire connaître, faire aimer et faire agir. Ce n'est pas possible. Il faut choisir un objectif, être concentré sur un objectif et ensuite décliner cet objectif-là en d'autres objectifs spécifiques pour que ça soit beaucoup plus réaliste. Très bien compris. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, pour poursuivre, on était toujours dans la stratégie, on est à la partie du ciblage. Ça aussi, c'est très important parce que à partir des objectifs, on a les cibles. On peut savoir à qui on veut adresser notre communication. Il faut vraiment être très spécifique et très méticuleux dans le choix des cibles. Savoir où on va, peut-être prendre, par exemple, des zones bien définies ou une tranche d'âge ou, je ne sais pas moi. En tout cas, ça doit être précis dans le choix, et que ça soit en rapport avec les objectifs, en tout cas. Donc, c'est identifier des groupes cibles que vous voulez toucher et les canaux de communication et les supports aussi.
doivent être choisis en fonction de ces cibles-là et de leurs besoins. Slide. Là, on est les messages. Voilà. Maintenant, pour le choix des messages ou du contenu à véhiculer, je peux dire que ça s'inscrit dans une démarche éco-responsable jusqu'à la conception des contenus. Donc, on doit toujours veiller à ce que les messages soient cohérents et attractifs. Déjà, développer des messages clairs, positifs et engageants, ça parle à tout le monde. Donc, c'est transmettre de manière claire et percutante les engagements et actions environnementaux. Donc, toujours dans le contenu, on doit s'appuyer, on peut peut-être s'appuyer sur des experts ou des influenceurs qui vont partager ou faire des témoignages crédibles sur ces actions environnementales. Maintenant, ancrer les messages également dans le vécu et les préoccupations des cibles. Il faut que ça soit quelque chose qui parle aux gens, que ça ne soit pas juste des spéculations. Il faut que ça parle aux gens, que ça puisse répondre aux besoins ou en tout cas aux préoccupations ou aux problèmes rencontrés. Maintenant, on utilise des formats de contenu variés et captivants. Ça peut être des reportages vidéo ou mettre en scène des témoignages, des infographies, jouer sur les infographies pédagogiques ou avoir des contenus interactifs qui permettront une participation active, que ce soit sur les médias de masse ou en tout cas sur le digital, où on note une présence importante des populations. Donc, on peut toucher énormément de personnes à travers ces plateformes. Il y a également l'intégration d'éléments visuels et graphiques éco-responsables. Donc, il s'agit de soigner l'aspect visuel et graphique pour rendre le contenu esthétique et agréable à consulter. Donc, c'est quoi? Intégrer des éléments éco-responsables dans la conception, comme par exemple utiliser des matériaux durables ou avoir une sobriété énergétique. Donc, il y a aussi, toujours dans le choix des messages, il faut développer des contenus interactifs qui favorisent l'engagement du public. C'est quoi? C'est développer des contenus comme des quiz, faire des jeux participatifs, donc pour favoriser l'engagement et la mémorisation du message. Les gens arrivent à capter facilement à travers ce genre de contenu. Donc, il y a aussi encourager l'implication et la participation des gens. Maintenant, pour la sélection des canaux de communication, on peut combiner plusieurs variétés de canaux comme les canaux digitaux, les réseaux sociaux, sites web, où on envoie des newsletters aux clients ou aux collaborateurs parties prenantes. Donc, il y a aussi les médias traditionnels, la presse, les télévisions, radios, affichages, etc. Donc, il y a aussi les pratiques hors médias, comme les activités de sensibilisation, les relations publiques, donc les événements, ou encore des réseaux éducatifs ou ateliers. Donc, ce sont des canaux de communication à exploiter où on peut atteindre facilement notre public. Donc, il y a aussi, surtout les médias de masse, ou la télévision ou la radio, il faut avoir un média planning. Donc, ce média planning-là, ça permet d'avoir, déjà de voir les choix qu'on a fait en tant que support télévision ou radio. Donc, c'est dans ce média planning-là qu'on définit le format du message déjà et aussi savoir à quelle fréquence on communique à travers ces canaux-là. Que ce soit à la radio, par exemple, on peut choisir des heures où l'audience est beaucoup plus présente. On essaie de communiquer à ces heures-là. Il y a aussi des tarifs qui sont affectés à ces heures. Plus l'audience est importante, plus c'est cher. Donc, c'est important de faire un réel choix à ce niveau et ne pas vouloir être partout. Il faut juste choisir peut-être les plus suivis, par exemple les télévisions les plus suivies ou les radios les plus écoutées pour pouvoir être efficace. Également, choisir les émissions, ça peut être des émissions ou un placement, par exemple, par exemple, avant les journaux télévisés ou en tout cas avant les séries que les gens suivent beaucoup. Ce sont des heures où on capte plus l'attention pour faire passer une bonne annonce, par exemple.
Donc, ce plan média aide à avoir tous ces éléments-là ensemble et avoir une vue d'ensemble du choix qu'on a fait et pouvoir suivre également après, faire un peu de monitoring. Maintenant, il faut également assurer une présence régulière et cohérente des messages sur tous les supports, que ce soit des supports physiques ou en tout cas des messages qu'on peut échanger directement avec un contact direct avec le public. Le choix des supports aussi doit être éco-responsable. On peut privilégier des supports produits à partir de matériaux recyclés ou renouvelables, par exemple des papiers ou cartons. Donc, on doit choisir des supports éco-responsables pour pouvoir être dans la dynamique et ne pas faire un peu de greenwashing. Maintenant, analyser attentivement les impacts environnementaux potentiels des méthodes de sensibilisation pour éviter en tout cas tout impact négatif sur l'environnement. C'est-à-dire faire attention sur le choix des supports ou moyens de communication. Comment on utilise? Parce qu'on peut penser qu'on est en train de sensibiliser. On peut penser qu'on est en train de sensibiliser alors qu'en réalité, on est en train de dégrader en même temps l'environnement pendant cette sensibilisation. Par exemple, faire une sensibilisation avec des caravanes sonorisées. Donc, ça, c'est pas respecter en fait l'environnement. Donc, essayer de voir comment on peut agir de sorte à ne pas impacter négativement sur l'environnement à travers les choix des supports de communication. Et aussi ajuster la fréquence d'utilisation pour éviter un effet contre-productif. Peut-être réutiliser les supports ou certains documents et ne pas toujours acheter de nouveaux supports. S'assurer que les supports choisis renforcent réellement la sensibilisation sans la dégrader, la sensibilisation environnementale. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est le choix des fournisseurs. Les fournisseurs doivent être des fournisseurs engagés dans une démarche éco-responsable et ne pas aller chez n'importe qui, peut-être se renseigner sur ces genres de fournisseurs et pouvoir collaborer avec eux, surtout pour l'imprimerie. Les gens qui sont dans l'imprimerie, peut-être faire un tri pour ces fournisseurs-là. Et aussi, favoriser la réutilisation, je l'ai mentionné en haut, favoriser la réutilisation d'équipements ou de documents. Ça peut être numérique comme physique. Donc, surtout numérique parce que les envois de mails, par exemple, il faut les limiter parce qu'ils génèrent des empreintes de carbone numérique. Voilà. Maintenant, comme les genre Shift et il y a des sources comme Shift et Greenit, ils ont mentionné que le numérique représente aujourd'hui 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, ce sont des choses à éviter. Et l'objectif est de sélectionner des canaux et supports de communication éco-responsables tout en veillant à leur utilisation durable et respectueuse de l'environnement. Jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Il y a Ndaï Badian qui a levé la main depuis tout à l'heure. Oui. Ndaï Badian. Ndaï Badian, tu veux parler? Ndaï? Est-ce qu'elle n'a pas pour la main? Il y a des questions? Sinon, vous pouvez peut-être réfléchir après. On aura une séance de discussion, d'échange. Vous pouvez peut-être poser vos questions plus tard. Donc, on peut poursuivre. D'accord. Maintenant, là, c'est la mise en œuvre opérationnelle. C'est là où on commence à décliner toutes les démarches ou les actions qu'on a mentionnées dans la stratégie, que ce soit dans les médias web et réseaux sociaux, relations publiques ou médias traditionnels. Donc, c'est veiller à la cohérence et à la complémentarité des messages sur l'ensemble des supports, animation des communautés également, avoir des programmes d'action spécifiques comme des partenariats. Donc, engager également et mobiliser les communautés
ONG ou collectivités bénévoles ou à travers des événements, ateliers, rencontres, ou en tout cas, que ce soit des rencontres physiques ou en ligne. Donc, en tout cas, animer les communautés et avoir des programmes d'action spécifiques à ce niveau. Maintenant, stimuler les interactions et la participation active du public pour renforcer l'engagement. Là, on parle d'action. Tu peux avancer, s'il te plaît? Je ne sais pas si je l'ai mis là-bas. Voilà. Le choix des canaux, non? C'est dans la mise en œuvre. Notre slide de la mise en œuvre. Avance. Voilà. Là, on parle de stimuler les interactions et la participation du public pour renforcer l'engagement à travers quoi? À travers des actions, événements et ateliers participatifs. Donc là, on organise des conférences, des tables rondes ou des débats avec des experts, animer des ateliers pratiques sur des gestes éco-responsables, comme par exemple le compostage ou la réparation, etc. Donc, il y a aussi, à travers ces actions, événements participatifs, mettre en place des jeux ou des défis ludiques autour du développement durable. Autre chose, c'est quoi? Les expositions et installations immersives. C'est créer des expositions artistiques, par exemple, ou pédagogiques sur des thèmes environnementaux. Concevoir des installations interactives et sensorielles. Ça peut être des maquettes ou faire des simulations. Il y a aussi organiser des visites guidées et des ateliers créatifs pour les publics. Tout ça, c'est dans l'immersion, faire des ateliers d'exposition ou d'installation immersive. Pour l'animation dans les lieux de vie, c'est intervenir dans les écoles, par exemple, les universités ou les entreprises, organiser des animations dans les espaces publics, comme les parcs ou les centres-villes, collaborer avec des associations locales pour des actions de terrain. Donc, c'est important de pouvoir avoir des gens avec qui on collabore pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc, formation et programmes éducatifs. Proposer des formations, des ateliers ou des modules pédagogiques, comme on est en train de le faire. Développer des programmes d'éducation à l'environnement pour les jeunes et aussi créer du contenu de sensibilisation à destination des professionnels et des entreprises, vu que c'est une association, Adon Sonia, c'est une association qui est là pour coacher, par exemple, les entreprises dans leur démarche durable. Donc, c'est important de pouvoir respecter ce genre d'action. Voilà, donc dans la mise en œuvre, je peux dire que c'est comme le plan d'action, parce que dans une stratégie normale de communication, il y a après les objectifs et les cibles et les messages, il y a ce qu'on appelle un plan de communication. Donc, le plan de communication, c'est comme un plan d'action, ou en tout cas un planning, où on retrouve le budget, on retrouve également les personnes qui sont responsables des actions à mener, et aussi le timing. Donc, il y a un plan d'activité qu'on met dans le plan de communication pour pouvoir suivre en fait les actions de communication. Le plan de com, ça peut être un plan de com pour un seul objectif ou une seule activité qu'on a mentionné dans la stratégie. Donc, c'est à travers ce plan de com-là qu'on peut déployer maintenant opérationnellement et de manière concrète les actions à mener pour un temps très, très, très court, je pense. Parce que la stratégie, on peut l'avoir sur, par exemple, 1 an ou 2 ans, parce que c'est global. Maintenant, dans par exemple, chaque 1 mois ou chaque 3 mois, il y a des activités à faire, il y a aussi des objectifs à atteindre. Donc, on peut s'organiser à avoir des objectifs à atteindre pour 3 mois, par exemple, et faire un plan de communication pour ces 3 mois-là. Comme ça permettra en fait de pouvoir facilement mettre en œuvre la stratégie globale pour 1 an.
Parce qu'après, on aura à faire des rapports mensuels ou trimestriels pour voir l'évolution de la stratégie. Et après, peut-être renouveler, après 1 an, renouveler une autre stratégie avec d'autres actions beaucoup plus efficaces que l'ancienne stratégie. Maintenant, avance, s'il te plaît. Il y a des questions? C'est bon? Hein? Martine? Oui, Je suis au bon slide. d'accord. Non, je demandais s'il y avait des questions, parce que j'ai pu voir des mains levées. Voilà. Maintenant, la partie analyse de la campagne et reporting, c'est là où je parlais tout à l'heure. C'est quoi? C'est suivre les indicateurs de performance. Par exemple, au début, on avait comme objectif, par exemple, d'avoir tant d'engagement ou tant de trafic sur, ça peut être les réseaux sociaux ou le site, ou en tout cas, toute autre activité qu'on a menée. Donc, on a eu à mettre en place des indicateurs de performance à atteindre. Donc, l'analyse de la campagne, ça nous permet en fait de revenir sur ça et de surveiller, analyser les métriques clés qui évoluent pour évoluer également, voir l'efficacité de la campagne. Maintenant, pour la mesure de l'impact sur l'image de marque et la notoriété verte, c'est quoi? C'est évaluer l'impact de la campagne sur la perception de l'entreprise, sur la perception en termes d'engagement environnemental et d'image de marque. Il y a aussi la présentation des résultats et de l'atteinte des objectifs initiaux. C'est faire un bilan détaillé des résultats obtenus par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés au départ. L'identification des meilleures pratiques et des axes d'amélioration, c'est déterminer les éléments les plus performants et les points à améliorer pour les prochaines campagnes. Et maintenant, à la fin, on fait des recommandations stratégiques pour les prochaines campagnes, c'est-à-dire formuler des propositions stratégiques pour optimiser les futures campagnes en fonction des enseignements qu'on a tirés de cette campagne-là. Tu peux avancer, s'il te plaît. Maintenant, on a fini avec peut-être la stratégie de manière globale. Là, on est aux quelques recommandations ou en tout cas les conseils pratiques pour réussir une campagne de communication environnementale. Je peux peut-être omettre certaines choses et ceux qui sont dans ce domaine peuvent peut-être ajouter s'il y a d'autres conseils qu'ils peuvent donner à ce propos. Donc là, on va faire du storytelling. Ça, je pense que tout le monde connaît, raconter une histoire percutante pour développer un message émotionnel et inspirant, créer des récits puissants et susciter des émotions fortes chez l'audience pour les motiver à agir en faveur de l'environnement. Parce que les gens, ils sont un peu sensibles dans ce genre de choses. Ils sont sensibles aux histoires émotionnelles et tout ça. Donc, ça leur pousse à agir. Peut-être vous contacter ou vouloir adhérer à la cause, par exemple, environnementale et tout. Donc, aussi, utiliser une variété de canaux. Je l'ai aussi mentionné, avoir des médias, communiquer sur les médias si possible. Maintenant, si on n'a pas les moyens, peut-être rester sur le numérique et aussi sur les activités de relations publiques, les porte-à-porte ou les rencontres qu'on fait. Mais en tout cas, il faut s'assurer que le contenu est attrayant et facile à mémoriser ou que ça puisse capter en fait l'attention. Et notamment collaborer avec des influenceurs ou des parties prenantes pertinentes pour atteindre de nouveaux clients, de nouveaux publics, comme le font maintenant les influenceurs. Côté de transparence, bon, là, je pense que ça parle à tout le monde aussi parce que ça permet d'avoir une crédibilité et gagner la confiance du public auquel on veut faire passer l'information ou le message. Donc, c'est communiquer de manière ouverte et honnête sur ses impacts environnementaux, ses engagements et ses actions concrètes en faveur de l'environnement. C'est aussi fournir des informations vérifiables et étayer ces informations avec des données
factuel pour que les gens puissent vous croire et que vous puissiez avoir une crédibilité dans ce que vous dites. Donc, et ne pas tomber dans ce qu'on appelle du greenwashing. Ça veut dire que les gens, maintenant, ils s'aventurent à faire de la communication verte mensongère pour éviter cela, en fait, on peut peut-être s'engager à jouer sur la transparence et également être honnête sur tout ce qu'on avance et avoir peut-être des preuves, les gens puissent voir concrètement que ça, c'est réel et que vous le faites, que ce n'est pas juste pour leur ou je ne sais pas comment on dit. Voilà. Maintenant, pour l'autre conseil pratique, ce sera pour impliquer votre communauté. C'est très important de le faire parce que jouer sur cette gouvernance environnementale-là, ça encourage tout le monde à travailler ensemble pour protéger la planète. Donc, ça signifie que nous devons collaborer, comprendre les enjeux environnementaux et agir de manière responsable pour préserver l'environnement. Donc, ça doit être un effort collectif pour un avenir plus durable. Il y a aussi l'autre conseil pratique, l'éco-conception, ouais, je l'ai souligné, donc avoir des supports à faible consommation d'énergie ou fabriquer dans des matériaux écologiques. Aussi des affiches en papier recyclé ou avec des encres végétales, optimiser sur les emballages et déchets que peuvent produire la campagne de communication. Réaliser également une prise de parole honnête autour de ces engagements écologiques et ne pas éviter ces messages qui conduisent à des comportements qui favorisent la pollution, par exemple, surconsommation ou le gaspillage. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Après, peut-être on peut développer davantage sur ces éléments-là. Gaëlle, c'est bon? Donc, avant de conclure, peut-être qu'on peut discuter sur certains points. Ok, d'accord. Donc, je passe au slide à vos questions. Avant que je ne prenne un intervenant, j'aimerais peut-être ajouter un conseil. C'est une anecdote. Je suis enseignant depuis un peu longtemps, mais je suis allé un jour à Saint-Louis. Je voulais boire du café Touba, je n'avais pas de thermos, donc du coup, je l'ai pris dans une tasse non réutilisable. Mais ça fait parler mes amis, mon entourage, les gens que j'ai dépassés, parce que je les saoule avec l'environnement, n'utilisez pas les trucs en plastique. Donc, juste pour dire de cette anecdote, le plus souvent, quand vous communiquez sur quelque chose, faites en sorte de vivre ça, en fait. Si vous ne pouvez pas vraiment, cachez-vous, quoi. Sinon, ça peut impacter sur la communication. C'était un conseil qui m'est arrivé, donc je le partage. Donc maintenant, comme le dit le slide, à vos questions, préparez. On ouvre le micro. Désolé, il y a Ney Badian qui a posé une question dans le chat, j'ai failli oublier. Quels sont les atouts de formation et accompagnement au niveau de nos organisations? Quels sont les atouts? Oui, en volet, formation et accompagnement au niveau de nos organisations. Bon, je dirais que ça permet aux gens déjà d'être bien informés, d'être bien formés et de savoir comment agir. Je pense c'est donner en plus de connaissances et rendre les personnes beaucoup plus autonomes à pouvoir et aussi qu'ils soient conscients à travers ces formations-là. Et je pense que ça aide. Surtout pour les associations, ils ont besoin d'être formés et d'être au même niveau que peut-être les professionnels afin de pouvoir agir efficacement. Parce que tout le monde n'a pas aussi les moyens d'avoir
décharger spécifiques en la matière. Je pense que ça, c'est pour le développement des compétences ou des carrières. Ou, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si je peux rebondir sur ça, je pense que la formation d'Aïbadian, c'est quelque chose de très important. Donc, du coup, que ce soit pour l'organisation, nos entreprises, tout ça, c'est quelque chose qui nous permet de monter en compétence. Donc là, si je viens dans le cas spécifique des organisations green, ça nous permet déjà d'avoir les bagages nécessaires pour aller parler aux gens, de savoir à qui parler, où toucher, quoi ne pas faire pour pouvoir mieux mettre en avant le message de l'environnement. C'est clair, Ndeye Badiane? Il y a d'autres questions? Je pense qu'ils sont un peu timides ici. Moi, je viens d'apercevoir un ami de UGB. Il s'appelle lui. Il n'est pas timide. Il est là. À bientôt parler là. Lui, ne te cache pas. On n'est pas timide. C'est juste ce que vous expliquez est clair et on comprend. Ah bon? Mais n'empêche, même s'il n'y a pas de questions, peut-être vous pouvez rebondir sur certaines choses que vous avez vécues, des expériences. Ah, mais Martin, nous, à l'UGB, la tradition, quand Lance parle, la blouse, ne dit pas. Ici, ce n'est pas l'UGB, ici, c'est Adam Sonia. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Mais par contre, moi, j'aurais une question, Martine. Attends, je laisse d'abord à Chérif Zigani le soin de poser sa question. Je pense que je parle trop. Chérif, vas-y. Ok, merci Gaël. Et merci, je vais dire Hans Martin pour la brillante présentation. C'était vraiment clair, quoi, et on a appris vraiment beaucoup de choses. Donc, moi, je suis à l'UGB, actuel coordonnateur du collectif UGB Vert. Donc, le collectif, il y a principalement des étudiants, mais aussi il y a le personnel enseignant administratif, certains qui sont membres, et on mène des activités principalement à l'université, mais aussi un peu partout au Sénégal. Maintenant, genre, si on doit établir une stratégie de com, déjà, est-ce que c'est quelque chose qui se fait, par exemple, au même moment qu'on établit le plan d'action, par exemple, annuel de la structure? Ou bien c'est à chaque fois qu'on a une activité spécifique qu'on va dire pour cette activité, on fait une stratégie de com. Ou bien ça doit être, voilà, pour toute l'année, je vais dire. Et si on prend notre cas, peut-être, est-ce que vous avez des exemples que vous pourrez donner? Parce que notre cible, bon, c'est vrai que ce sont les étudiants, mais souvent on mène des activités à l'extérieur. Beaucoup de fois, on a été dans les îles de la Basse-Casamance, dans le Sine Saloum, à Bambé, à Thiès, etc. Cette année, on veut aller à Tamba. Et si on veut toucher un public plus large que l'université, quand on fait des activités, quand on veut s'assurer qu'il y ait le maximum de personnes au Sénégal, par exemple, qui soient informées de ça, quels conseils, quels canaux vous pourrez nous suggérer de mettre en avant pour pouvoir réussir ça, quoi. D'accord. La stratégie de communication, elle ne se fait pas pour chaque action. C'est plutôt le plan de communication qui se fait comme ça, pour pouvoir démarrer de manière opérationnelle ce qu'on veut communiquer. La stratégie, elle se fait de manière sur une longue durée et suivant des objectifs. Maintenant, chaque objectif fait peut-être office de plan de com parce qu'il y aura des actions à mener. Maintenant, pour des actions concrètes que je peux vous donner, là, je ne vais pas mentir, parce qu'il faut déjà être dans le contexte, savoir réellement ce qui se passe et comment est-ce que, peut-être vous avez eu à faire des communications là-dessus. Donc, déjà voir cela et savoir sur quelle action être plus... en fait, être beaucoup plus concrète, en fait, parce que on ne peut pas aller venir et dire que je vais donner des actions comme ça. Ça se fait de manière logique. Il faut avoir déjà la cible,
savoir à qui on doit s'adresser, ensuite savoir ce qu'on veut faire connaître ou ce qu'on veut véhiculer. Et après cela, on peut commencer à réfléchir sur les meilleures stratégies ou les meilleures actions à mener, comme par exemple aller sur place, faire des rencontres, et avoir des caravanes peut-être, je sais pas, je dis comme ça. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus percutant que de rester sur place et de vouloir communiquer. Les gens, ils vont même pas t'écouter. Parce que les étudiants, ce qu'ils veulent, c'est voir peut-être concrètement ce que tu dis pour qu'ils puissent te croire ou être beaucoup plus attentionnés. Mais faire une communication à distance, oui, ça a un impact, mais pas trop important par rapport à si on fait des actions de proximité. Donc, peut-être après, si tu veux, je peux essayer de te prendre en privé et essayer de discuter sur comment est-ce que tu peux élaborer la stratégie et te donner peut-être quelques conseils à ce propos. Ok, oui, je veux bien. Et peut-être une autre chose, en espérant que ça puisse aider à tous ceux qui sont connectés. Là, on veut peut-être lancer une sorte de campagne pour un appel à contribution. Parce qu'une activité qu'on va organiser au mois de décembre, on a besoin de beaucoup de fonds, de beaucoup de ressources pour ça. Et ce qu'on veut, c'est faire de la communication sur ça et arriver à toucher déjà le maximum d'étudiants pour qu'ils puissent contribuer. Mais après, nos anciens et peut-être tous les partenaires qui sont dans le social et l'environnement et qui pourraient éventuellement aider, quoi. Oui, Bon. oui, ça, je pense que c'est faisable. Parce que maintenant, les gens, ils le font, hein, ils font ça, ils font des collectes à travers peut-être des formulaires ou envoyer des liens pour que les gens puissent mettre directement leur contribution. Mais peut-être voir comment est-ce qu'on peut les convaincre pour qu'ils puissent avoir confiance et pouvoir contribuer. Ça, je pense que c'est à déployer, c'est très important aussi. Est-ce que c'est pas mieux aussi de faire de la communication, peut-être jouer sur le storytelling, je sais pas moi, en tout cas, jouer sur leurs émotions, parce que c'est ça qui permet aux gens de pouvoir être beaucoup plus, pouvoir donner, en tout cas. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Chérif, une collecte pour les étudiants, ils ont déjà tout donné à Ousmane Sonko, je pense. Ousmane Sonko. C'est une blague. Moi, je vais rebondir. C'est un peu la même question que Chérif, mais je vais la poser de manière très spécifique. Hier, on a fait une réunion où on parlait de nos activités, de nos formations, comment communiquer là-dessus. Moi, j'ai un déroulé. Encore une fois, je répète pour ceux qui ne sont pas là, je ne suis pas communicant de formation, je suis graphiste, réalisateur et développeur web. Donc, du coup, moi, à chaque formation, j'ai un déroulé. Je publie chaque fois sur les mêmes plateformes. Donc, du coup, en réunion, on m'a dit qu'à chaque activité, que je dois établir un nouveau plan de compte. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'avéré. Et si c'est le cas, si c'est avéré, comment il faut changer, il faut savoir quand est-ce qu'il faut changer de stratégie ou pas, ou maintenir la même stratégie, c'est en fonction de quoi? Je dois me baser sur quel résultat pour changer ma stratégie? Alors là, déjà, il faut s'aligner sur la stratégie globale de l'entreprise, pas uniquement communication, mais de manière générale. Est-ce que l'entreprise a une stratégie globale, c'est-à-dire comment faire pour développer son activité sur l'année? Parce que les gens, ils développent des stratégies d'entreprise annuelles. Après, à la fin d'année, il y a des rapports annuels qu'on met en place. Maintenant, c'est suivant cette stratégie globale de l'entreprise-là que la communication agit. Essayant de répondre toujours à ces objectifs, mais de manière communicationnelle, avec des objectifs de communication à atteindre.
Et cette stratégie de communication-là aussi va être sur une durée peut-être d'1 an. Maintenant, pour chaque activité qu'on a mentionnée dans la stratégie, par exemple, activité de quoi? Je peux dire formation. Sur la formation, il faut élaborer un plan de com sur cette activité-là et avoir des objectifs encore, parce que nous, on aime trop les objectifs, avoir des objectifs pour cette formation-là, savoir à qui on doit former. Ensuite, savoir aussi les différents canaux de communication qu'on peut utiliser pour faire connaître, peut-être pour dire aux gens qu'on doit faire des formations. Maintenant, après, on a maintenant un plan d'action en interne, un plan d'activité, je dirais, où on a, par exemple, Gaël Balokoun, qui est le responsable de la formation. Ensuite, la formation va coûter tant et ça va mobiliser telle ressource. Et aussi, ça va impacter, je ne sais pas. Maintenant, c'est à travers ce plan d'activité-là qu'on peut, maintenant, peut-être le lieu aussi, j'ai oublié le lieu, il faut mentionner ça et la date et tout ça. Donc, ce sont des éléments à mettre dans le plan d'activité qui est dans le plan de com. Maintenant, ce plan de com-là doit avoir un budget et doit être évalué. Il doit y avoir des indicateurs de performance pour évaluer après les actions qu'on a menées. C'est ça le plan de com. Parce que dans la stratégie, on ne peut pas avoir tous ces éléments-là de manière détaillée et tout ça. On a peut-être les objectifs de manière générale, les cibles de manière générale, on a les moyens pour toute l'année les moyens et supports qu'on doit décliner et peut-être avoir le plan de com de cette stratégie-là. Maintenant, dans chaque activité, on a le plan de com pour l'activité. Ça, c'est impératif. C'est ça qui va permettre de voir. C'est le plan d'activité C'est le plan d'activité ou le plan de com? C'est le plan de com, je veux dire. Parce que dans le plan de com, on a le plan d'activité, c'est-à-dire les responsables, les lieux, voilà, ces détails-là, en fait, ça se trouve dans le plan d'activité. Après, je vais partager un template de plan de com, comme ça vous aurez une idée générale de ce dont je parle. D'accord, ok. Donc, du coup, Edith, tu gardes les mails. Quand elle va nous partager, on va vous envoyer ça par mail, ou bien on va mettre ça dans le groupe WhatsApp des bénévoles de com. Pourquoi c'est important le template de plan de com? Parce que il y a des gens qui ne font pas de stratégie, mais quand même, ils ont un peu des activités qu'ils veulent mettre en place. Maintenant, c'est le plan de com qui va les aider à mettre en œuvre ces activités-là. Parce que c'est pas tout le monde qui fait des stratégies. D'accord, Martine. Il nous reste 15 minutes. Donc, du coup, je vais on va faire la conclusion et continuer les slides. Après, à la fin, s'il nous reste du temps, on va échanger. D'accord. Ça va? Donc, du coup, je reviens à la conclusion. Oui. Maintenant, pour conclure, bon, on a parlé d'objectifs clairs et mesurables. Donc, identifier les principaux enjeux de communication à faire passer, fixer des cibles prioritaires et des indicateurs de performance. On a aussi parlé de concevoir des contenus impactants et engageants, c'est-à-dire développer des messages positifs, pertinents et valorisants, et utiliser également des formats variés et interactifs comme des vidéos, infographies, etc. On a également parlé d'adopter une approche multicanale et complémentaire avec le choix des canaux de communication. Également, impliquer et mobiliser les parties prenantes en créant des programmes d'engagement et d'action concrète, stimuler les interactions et la participation active du public. Et aussi, on a parlé de mesurer et analyser, optimiser également ce contenu. Suivre les indicateurs clés de performance, ce qui a été réussi si on a atteint notre objectif, si on a eu à planter 1000 arbres, par exemple, à Thiès, etc. Donc, ce sont des éléments qui permettent de mesurer et d'analyser nos stratégies et identifier les points forts et les axes à améliorer. Maintenant, la communication environnementale, je peux dire qu'elle s'inscrit dans une démarche sur le long terme. Et il est essentiel d'assurer une cohérence et une continuité
des actions à mener. Et également, le changement de comportement et de mentalité nécessite du temps et de la persévérance. Si les gens, ils n'agissent pas sur le coup, donc voilà, il faut être patient et persévérant. Donc, pour être efficace et durable, la communication environnementale doit s'appuyer sur une approche globale, stratégique et adaptée aux spécificités de chaque organisation ou de son écosystème. Et elle doit s'accompagner d'une transformation interne, parce qu'on n'a pas trop parlé de communication interne, mais ça fait partie. Lorsqu'on fait une stratégie, ça doit être global, interne comme externe. Donc, il faut que ça soit une transformation interne, changement fort peut-être de la direction ou d'une implication active de l'ensemble des collaborateurs et des parties prenantes. Donc, voilà pour la présentation. J'espère que j'ai été un peu claire et j'ai pu répondre à vos questions. Moi, en tout cas, je connais Martine depuis 2 ou 3 ans. Je ne l'ai jamais respectée. Aujourd'hui, je vais la respecter. Merci beaucoup, Martine. Je vous en prie. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Chaque fois, je te faisais des blagues, des choses comme ça, mais t'as eu mon groupe n'a pas. Et mon machallah, c'est cool. Et en même temps, je te demanderai de rejoindre le groupe des communicants bénévoles d'Amazona, parce que c'est un groupe de partage où on va juste partager des expériences. Moi, j'aime pas trop le terme formation, je préfère le terme échange, parce que on est là pour échanger et se former, c'est juste être là, écouter et échanger, c'est chacun donne son point de vue. Maintenant, par rapport à, voilà. Par rapport à ça, je vais faire un call to action pour vous inviter à agir ensemble pour l'environnement. Et c'est ce que Adon Sonia veut. C'est pour ça qu'on a créé le groupe des bénévoles de communication d'Adon Sonia, qui va bien sûr profiter à Adon Sonia, mais aussi, bien sûr, profiter aux autres organisations. Parce qu'en tant que si vous êtes communicant d'une autre organisation et que vous voulez monter en compétence ici, vous allez forcément l'appliquer dans votre organisation. Donc, du coup, essayez d'être le moins timide. Dans le groupe, parfois, on envoie des messages, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Donc, essayons de dynamiser ce groupe pour en profiter au max. Donc, du coup, je vais peut-être me répéter. Je vais vous inviter à rejoindre nos actions, participer au projet près de chez vous, comme le marathon au compost, et aider à sensibiliser le max dans vos quartiers. Je vais faire un point pour expliquer un peu c'est quoi le marathon du compost. C'est un projet d'Adon Sonia qui consiste à demander aux bénévoles d'Adon Sonia d'aller dans leur quartier, vers les écoles pour essayer de démarcher avec eux, de les sensibiliser à ceux qui ne plantent un compost dans les écoles. Et ce qui est cool dans ce projet, le bénévole qui dénichera une école pour un compost sera en charge de ce compost et sera le bénévole d'adoption chargé de la responsabilité de ce compost. Et nous vous invitons aussi à partager nos messages, relayer nos publications et parler de la campagne autour de vous et amplifier notre impact. Et vice-versa, si vous avez aussi des campagnes, vous pouvez l'envoyer dans le groupe Adon Sonia fera de même. Nous vous demandons aussi de vous engager dans le long terme parce que, comme Martine l'a dit, la communication demande beaucoup de patience. Je donne l'exemple tout le temps. Adon Sonia existe depuis peut-être une année, mais on n'est même pas à 400 followers sur les réseaux. Donc, ça demande beaucoup de patience et qu'un jour, on verra les choses prendre très, très, très haut, Inch'Allah. Donc, du coup, on vous invite à rester plus longtemps, à vous engager dans la communauté et devenir des références pour contribuer à bâtir un Sénégal durable. Donc, je vais continuer. Là, je vous partage
les contacts d'Adam Sonia. Je vais mettre une petite pause par là. Pour ceux qui veulent rejoindre la communauté, vous pouvez, si vous utilisez votre ordinateur, vous pouvez prendre votre téléphone portable, scanner le QR code pour entrer dans la communauté. Et lorsque vous serez dans la communauté, il y a plusieurs sous-groupes. Et vous allez voir, vous allez choisir ce qui vous intéresse. Mais si on reste dans ce contexte, vous pouvez cliquer directement sur le groupe des bénévoles en communication. Donc, du coup, adamsonia.green, c'est notre site web. Notre numéro de téléphone, c'est le 78 290 41 28. Et notre boîte mail, c'est ensemble@adamsonia.green. Sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez nous trouver via le nom de adamsonia.green. Donc, du coup, là, je termine pour vous dire que des rencontres comme ça, on souhaite le faire tous les mois. Donc, du coup, vous pouvez scanner ce QR code pour remplir vos informations. Donc, du coup, à chaque fois que une formation sera en vue, on vous enverra directement un message de rappel. Donc, pour moi, c'était tout. Donc, du coup, je reviens au slide des questions pour qu'on puisse échanger en attendant que mais il est même déjà là. En attendant que 13h30 nous sommes. Et aussi pour ceux qui veulent aussi, Edith a mis le lien de la communauté dans le chat, donc du coup, vous pouvez directement cliquer dessus pour intégrer. Martine, tu veux dire quelque chose pour la fin? Bah, que je suis honorée déjà d'être l'invitée d'aujourd'hui, pouvoir partager ce que je sais, le minimum que je sais sur le domaine-là. Donc, merci et j'espère qu'on aura d'autres échanges beaucoup plus fructueux qu'on va partager et que ça soit plus vivant parce qu'aujourd'hui, là, je ne sais pas trop. Merci en tout cas à Adam Sonia pour l'invitation. D'accord. Edith vient de m'écrire. En fait, je ne suis pas trop le chat parce que je partage des slides en même temps. Il y a Ney Bodiane qui a une question. Elle a même levé la main d'ailleurs. Donc, du coup, on va laisser parler. Ney, on t'écoute? Ney? Bon, je vais essayer de lire sa question. Elle dit seulement nous, notre association, nous travaillons plus sur la petite enfance pour assurer la continuité. On travaille avec nos propres moyens, peut-être voix. On pense seulement c'est toujours la bonne, mais par exemple, si vous orientez dans quelle voie se baser? Je n'ai pas vraiment compris la question. Ney, tu veux dire la question, s'il te plaît? Je ne sais pas, mais question bi man comprendre ma ko bu baax te damay bañ poser ko de manière bi nga xam ne day changer question quoi. Donc Ndeye bu fekkee ni yaa ngi fi mën nga dugal sa question. J'ai entendu comment s'orienter par rapport à ça, mais aussi le problème oui, qu'ils ont leurs propres moyens. Donc peut-être c'est ça qui pose problème dans la question. Je ne sais pas si les moyens là, c'est des ressources humaines ou des moyens de communication. Elle a encore levé la main. Ndeye, tu veux poser ta question à l'oral, s'il te plaît? Je ne sais pas si c'est ça. Donc, on ne passe pas. Mais si elle est dans le groupe là, elle peut peut-être intervenir là-bas. Intervenir au niveau du groupe WhatsApp. WhatsApp. C'est cool. Donc, du coup,
Je pense qu'il nous reste 3 minutes. Allez, soyez moins timide. Allez, essayez de parler. Je vais poser une question à... C'était quoi de Terre des Jeunes? C'était... Terre des Jeunes, tu es où? Oui, je suis là. Je suppose que c'est de moi qu'il s'agit. C'est comment votre nom déjà? Mélissa. Oui, Mélissa, après avoir fait cette formation, vous avez une nouvelle... vous avez une nouvelle vision de la communication au sein de votre organisation ou pas? Je pense que vous avez attiré mon attention sur un aspect qu'on ne prend pas tout le temps en considération quant au choix du matériel qu'on utilise pour la campagne et même le choix des fournisseurs, s'assurer qu'ils sont éco-friendly. Et ça, très souvent, on ne les prend pas forcément en compte. On s'en rend pas forcément compte. On est plutôt axé sur l'aspect communication, s'assurer qu'on a la bonne cible, s'assurer qu'on a le bon message, mais on ne fait pas attention à s'assurer que tous les éléments qui rentrent là-dedans respectent vraiment notre engagement vis-à-vis de l'environnement et tout. Et ça m'a fait réfléchir, au fait. Donc, encore une fois, merci. Et puis, je pense qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui et que prochainement, on pourra être un peu plus bavard, on dira ça comme ça. Ouais, Inch'Allah. Il y a Mam Awa qui a mis un formulaire dans le groupe. Mam Awa, tu peux nous dire c'est quoi, s'il te plaît? Oui, alors, c'est le questionnaire pour mon projet de mémoire. Pardon? Donc, c'est le questionnaire. Ah oui. Oui, pour mon projet de mémoire. Ah, d'accord. Vous nous utilisez comme cobaye, quoi. Non, t'inquiète, on va le faire. Merci. Moi, je vais le faire tout de suite. Et n'hésite pas à le remettre dans le groupe de la communauté. Là-bas, il y a beaucoup plus de membres. C'est vrai que c'est pas très dynamique. Et je pense qu'après ça, ça sera un peu plus dynamique. Mais je te conseille quand même de remettre ça là-bas, s'il te plaît. Ok. J'en parlais même avec Farima. Il me proposait de partager après les résultats. D'accord. D'accord. Écoute. Donc, du coup, il est 30. Adon Sonia, nous essayons au max d'être ponctuels. Merci d'avoir assisté à cet échange. Et, on se dit à la prochaine et on espère être en contact tous les jours via le groupe WhatsApp où on va parler de nos inquiétudes. Si Mélissa Koulibaly a une inquiétude, elle pose la question, Gaël a la réponse, Gaël va venir, si je n'ai pas la réponse, on en discute. Il y aura même peut-être des petits tiraillements pour dire cette voie est beaucoup plus bénéfique que l'autre. Donc, en tout cas, moi, c'est tout l'intérêt que j'ai à participer dans ces genres de groupes. Donc, du coup, je vous dis à la prochaine. Et salut. Merci. Bonjour. Bonjour, Gaël. Aussi par mail et dans le groupe. Oui, Kadia, ton micro enfin est sauvé. Okay, c'était pour la présentation. C'était pour la présentation. On pourra avoir accès avec. Non, parce que la présentation était top. Vraiment, merci Martine et merci à vous aussi, Gaël. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va le mettre dans le groupe des bénévoles de Comme d'Adon Sonia et peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas vous promettre une date, mais on va essayer de vous envoyer ça par mail. Vous avez rempli le formulaire avant, donc on a vos mails. Et si, malheureusement, moi, je n'ai pas encore rempli, hein, parce que j'étais en voyage. Je n'ai pas rempli le formulaire, malheureusement. D'accord, mais tu es dans la communauté des bénévoles. Oui. Non, le grand groupe, d'accord. Essaie de rentrer directement dans la communauté des bénévoles en compte. Parce que nous, merci beaucoup. Les groupes. Ouais. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Okay. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Au revoir lui. Au revoir. Ou bien il est déconnecté. Mm-hmm.